7h42 pratiquement sur la première. On va parler d'une bible, d'un gros bouquin en librairie depuis le 23 août. C'est le 3e volume de l'intégrale de Midi Minuit Fantastique. C'est l'occasion pour nous ce matin de parler de ce travail titanesque de restauration d'une revue mythique des années 60 dont les 2 premiers volumes sont sortis en 2014 et 2015. De quoi prouver que le cinéma de quartier a peut-être été enterré vivant. Julien Comeni, racontez-nous tout d'abord la naissance de cette revue Midi Minuit Fantastique dont l'activité s'est étendue de 62 à 71. Eh bien, ça s'est formé autour de Michel Caen et Alain Lebris qui sont des étudiants en médecine mais absolument pas motivés. Ils préfèrent aller 3 fois par jour au cinéma voir Dracula, Frankenstein ou la momie. Et puis, leur vient l'idée d'écrire un livre sur Terence Fisher. Terence Fisher, c'est la figure de proue de la firme Hammer, une firme anglaise qui est là pour redorer le blason des Hollywood Monsters, Universal Monsters, Dracula, Frankenstein, etc. en les tournant en couleur, de manière gothique, etc. Ils sont fascinés par le cinéma de ce personnage et ils vont voir Eric Losveld, qui est à ce moment-là directeur du journal Positif, donc c'est plutôt un journal sérieux, et il lui propose tout simplement d'écrire un livre sur Terence Fisher. Et ce Eric Losveld leur dit non, lançons plutôt une revue sur le cinéma fantastique, et puis vous consacrerez le premier numéro à Terence Fisher. Et ce sera la première revue européenne consacrée à ce qu'on appelle aujourd'hui, je sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, mais à ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma de genre. Ouais, je sais pas si on appelait déjà ça à l'époque, on appelait plutôt ça le mauvais cinéma, je crois, c'est ça. Qui était cantonné au cinéma de quartier. Le plus connu était le Midi Minuit. Le fantastique et l'horreur et tout ce qui faisait appel à l'imaginaire n'intéressait évidemment personne, surtout pas les cahiers du cinéma, sauf peut-être pour dire à quel point ce versant du cinéma était complètement dispensable. Donc c'est ce qui fait la singularité de cette revue et la facilité avec laquelle ses rédacteurs, Michel Caen et Alain Lebris, et aussi Jean-Claude Romer et Jean Boulet, un fou furieux, qui ont été embarqués dans l'aventure sur le coup, dans les noyaux durs des rédacteurs, ont eu une facilité d'accès à des réalisateurs, à des films. Évidemment, quand on envoie à l'époque un telex à la Hammer en disant « je m'intéresse à ce que vous faites », en Angleterre, on leur dit « mais venez, on vous accueille les bras ouverts, on va vous laisser partir avec des cartons de photos, entre deux vous allez déjeuner avec Terence Fisher ». Enfin, c'est absolument hallucinant pour des rédacteurs presque candides quelque part, qui débutent leur carrière. Donc Michael Caen et Alain Lebris se retrouvent propulsés, rédacteurs en chef d'une revue. Bon, à la base, on rappelle quand même juste que c'est des étudiants en médecine feignasse. C'est ça, complètement. Donc cette revue va rapidement devenir une référence, alors qu'ils ont aucune expérience. Ils ont aucune expérience, mais ils ont surtout, à leur prise de pouvoir, même pas 20 ans. C'est-à-dire qu'officiellement, ils ont absolument pas le droit ni l'âge d'aller voir les films dont ils parlent à longueur de colonne. Ah oui, c'est 21 ans à l'époque. Voilà, c'est ça. Ce qui en rajoute une couche sur le côté subversif, voire transgressif de cette revue, et qui fait que ces rédacteurs, Caen et Lebris, même s'ils ont des looks de gentils étudiants en petits costards, cravates, lunettes, c'est quelque part peut-être les premiers punks de l'histoire du cinéma, de l'histoire en tout cas du journalisme, quoi. Midi Minuit Fantastique, la revue, c'est 24 numéros qui s'étalent sur 10 ans, des numéros qui sont devenus des collectors, tant le contenu est encore aujourd'hui une source d'informations précieuses pour tous les amateurs de cinéma de genre. Oui, l'idée d'en rééditer une intégrale germe dans la tête de Nicolas Stanzik depuis plusieurs années. C'est un fan ultime de la Hammer. D'ailleurs, il a consacré son mémoire de cinéma, son mémoire universitaire à la firme de la Hammer. Ça s'appelait Dans les griffes de la Hammer. C'est sorti en librairie. D'ailleurs, ça a été épuisé très vite devenu un livre de référence. Il rencontre Michel Caen. Il arrive à le convaincre du potentiel historique qu'il voit dans l'exhumation de ces 24 numéros. Mais la particularité de cette réédition, c'est qu'on va pas simplement faire des facsimilés d'exemplaires rescapés, mais on va reprendre les textes originaux, les rehausser, retrouver chaque photo qui a été publiée, en faire des nouveaux scans haute définition, si possible rajouter d'autres photos des mêmes séries qui n'ont pas pu être publiées faute de place, et ce qui explique aussi le côté titanesque de ce travail de réédition, et ce qui explique l'espace entre les différents volumes. Geneviève Brudel, elle vous plaît, elle vous parle, vous, cette aventure de Midi Minuit Fantastique? Forcément, parce que Julien a cité son nom, c'est Eric Losveld qui a rendu ça possible. C'était un éditeur, en l'occurrence, de journal, mais il a eu aussi sa maison d'édition. Et quelle maison d'édition! Puis il en a une autre qui s'appelait Arcane 17, en hommage à Breton. Il a édité Breton, il a édité plein de surréalistes, et puis des auteurs érotiques, ce qui lui a valu un nombre d'amendes incalculable, et il était, comme il le dit lui-même, endetté comme une mule. Et je voulais simplement saluer
saluer le courage de ces éditeurs qui croient à un projet, qui accompagnent les auteurs, qui les soutiennent dans un monde où les éditeurs de presse suisse sont plutôt pusillanimes. Ça vaut la peine d'être signalé. Julien, à propos de photos de couverture que vous évoquiez tout à l'heure, celle de la couverture de ce 3e volume, je crois qu'elle résume à elle seule l'aspect subversif de l'esprit de Midi Minuit fantastique, hein, comme disent les connaisseurs l'appellent MMF. Hein, MMF, ouais, c'est plus simple à prononcer déjà que Midi Minuit fantastique, où on croche toujours sur une syllabe. Oui, c'est une photo de promotion du film 1 million d'années avant Jésus-Christ de Don Chaffee, qui a révélé... Un chef-d'œuvre. Absolument. Qui a révélé non seulement un sex symbole, Raquel Welch, mais également qui a confirmé les talents artistiques de Ray Harryhausen, un fou furieux de l'animation, on appelait ça en stop motion, donc image par image. Et Raquel Welch qui a fait ce film par contrainte, elle était sous contrat avec la Fox, qui était coproductrice, elle voulait pas faire ce film, on n'y a pas tellement donné le choix, elle a pas regretté après coup, puisque c'est ça qui a confirmé finalement son talent physique en tout cas, disait après le tournage à un photographe qui s'appelle Terry O'Neill, mais je vais être crucifié par la presse avec la petite tenue ridicule qu'on me fait porter. Il dit tiens, tant qu'à être crucifié, on va te crucifier tout de suite, puisqu'il a trouvé un crucifix qui traînait dans les studios de la Hammer, et les photos de promotion effectivement où on voit et Dieu créé Raquel Welch quelque part, hein, cette Raquel Welch crucifiée n'apparaissent pas dans le film. C'est vraiment un argument marketing d'époque, et c'était une volonté de Nicolas Stanzik d'afficher une photo de vieille de 50 ans qui est à la fois anachronique mais presque révisionniste, et qui est tout à fait dans l'état d'esprit de ce journal Midi Minuit fantastique et ce qu'il représentait à l'époque. Anne-Laure Ganac. Oui, donc Raquel Welch, pour la visualiser, elle est en bikini en peau de mammouth, sur à peu près toute belle. On pourrait dire mais on n'était pas là pour voir, ça se passait peut-être comme ça. Permanente d'époque d'ailleurs. Ouais, mais c'est assez déroutant quand même sur la polysémie du terme du genre, parce que là on parle de cinéma de genre, hein, alors ça renvoie à quoi? À plein de genres en général, mais voilà, on est à côté du mainstream, à côté du grand courant, on est en marge, c'est ça le cinéma genré, sauf qu'aujourd'hui quand on parle de genre, en général on parle d'études de genre, dont les spécialistes bondiraient évidemment en découvrant la couverture de ce numéro de MMF, et surtout en revoyant, moi je sais pas si c'est tant mieux, mais en revoyant 1 million d'années avant Jésus-Christ, on entend aussi parfois parler de la théorie du genre, sauf que en général, ça c'est amusant d'ailleurs, c'est que les personnes qui parlent de théorie du genre, en général sont contre, ils sont critiques par rapport à ce qu'elle avance, à savoir, peut-être rappeler ce qu'elle avance, c'est que les comportements des individus ne sont pas dictés par la biologie, c'est-à-dire que le sexe anatomique ne suffit pas à parler de masculin, féminin, mais c'est la culture qui impose à chaque sexe un ensemble de comportements, de normes. Par exemple, cette norme qui veut que Raquel Welch soit belle, bronzée, mince, magnifique et en string de léopard, non pas de léopard, de mammouth, non, petite culotte de mammouth, petite culotte de mammouth, ouais. Et elle raconte d'ailleurs elle a raconté qu'elle a failli mourir sur ce rôle qu'elle ne voulait pas, auquel on l'a contrainte, parce qu'il a été filmé aux Canaries. Elle avait son hôtel en altitude où il y avait de la neige, donc elle était complètement gelée, elle est tombée malade plein de fois, et elle était dans cette tenue très embarrassante dans laquelle elle disait qu'elle était tellement mal à l'aise. Oui, voilà. Mais à l'inverse, elle est aussi consciente du fait que si elle n'avait pas fait ce film-là, peut-être que le mythe Raquel Welch n'existerait pas. Oui, c'est ça, mais c'est tout un paradoxe. Compliqué. En guise de conclusion, Julien Comelli, on peut aussi souligner que chaque volume de cette intégrale de MMF, c'est pavé, dont le poids est plus comparable à celui d'une encyclopédie qu'un livre traditionnel de cinéma. Chaque volume de ces rééditions est accompagné d'un DVD. Parmi les trésors de celui-ci, on peut noter cette version de Dracula, aussi mythique que rarissime. Oui, elle est l'œuvre de Jean Boulet, sans doute le plus cinglé de tous les rédacteurs de Midi Minuit fantastique, qui avait 20 ans de plus que tout le monde, qui était arboré de cuir tout le temps, homosexuel reconnu et assumé, qui voulait faire un Dracula en ombre chinoise. Ça a été l'Arlésienne, il a jamais réussi à finir son film, mais on a retrouvé des bribes de ce film, et à côté des bribes de ce film, on trouve un documentaire qui s'appelle Jean Boulet, le montreur d'ombre, réalisé par Erwan Legac, à 52 minutes absolument passionnant, où on voit non seulement la vie tumultueuse de ce personnage, mais aussi cette quête absolue d'arriver à faire quelque chose, et d'un autre côté cette quête absolue de retrouver ce trésor caché dont on parle, mythique, quasiment on se demande s'il existe vraiment. Le 3e et avant-dernier volume d'une intégrale augmentée de ce magazine culte des 60s, Midi Minuit fantastique, est paru il y a quelques jours chez Rouge Profond.